ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qu'il soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et pour m'accompagner, Warren Messina. Bonjour Warren. Bonjour Ida. Aujourd'hui Warren, nous allons recevoir un invité un peu particulier puisqu'il s'agit du fondateur du site de foot multiple, un site qui met en lumière l'aspect historique du football. Bonjour Arthur, comment vas-tu ? Bonjour Warren, bonjour Rida, super. Arthur, pour commencer, d'abord, comment t'es venu cette idée de créer un site comme celui-ci ? L'idée, en fait, ça s'est fait au niveau du premier confinement. Donc après mes études de droit, en fait, je voulais voilà écrire des articles et créer mon média en essayant de parler de sujets qui n'étaient pas forcément abordés par les médias sportifs traditionnels. Et donc voilà, c'est parti de là il y a pile un an. Est-ce que tu peux expliquer plus en détail ton site et quelle cible de personnes tu vises ? En fait, l'idée, c'était tout simplement aborder le foot de manière différente. Et en fait, la politique de mon projet, c'est donner la parole aux acteurs du foot. Donc en fait, depuis le début, je marche par le biais d'interviews, donc d'anciens joueurs, pour revenir sur le foot d'antan, revenir sur des moments qui ont pu marquer le foot. Et puis de l'autre côté, j'aborde aussi un peu l'actualité sur des sujets, encore une fois, un peu moins médiatisés. Donc par exemple le foot amateur ou s'intéresser à des acteurs de l'ombre entre guillemets du foot, par exemple les journalistes, les community managers des clubs, voilà. Pourquoi justement avoir eu cette idée-là ? Qu'est-ce qui a fait que t'en es venu à vouloir traiter ces sujets précis ? Déjà sur la partie foot d'antan, parce que je trouve que finalement toute personne qui aime le foot aime bien se rappeler à de bons souvenirs et je le vois vu comment ça marche doucement qu'en général c'est bien apprécié. Et puis après parce que les sujets un peu moins médiatisés, tout simplement pour répondre aussi à une demande, parce qu'en fait sur les médias traditionnels on aborde souvent les mêmes sujets finalement. Donc en parlant par exemple des journalistes, voilà, de métiers dont on parle un peu moins en dehors des joueurs, des entraîneurs, et les gens s'y intéressent parce qu'encore une fois on en parle moins ailleurs. Quand tu parles de foot d'antan, tu parles du football uniquement d'antan français ou international ? C'est pas, ça se limite pas aux Français. Après, c'est vrai que depuis le début, c'est ce que j'aborde principalement parce que déjà, c'est ce que je connais le mieux, et puis aussi parce que forcément, les gens qui suivent foot multiple sont davantage intéressés par ça. Mais voilà, après, il y a pas de limite forcément par rapport à ça. C'est à travers des interviews, des papiers, tout. Un peu tout en fait. Depuis le début, j'ai interviewé. C'est ce que je disais en fait il y a 4 jours, c'était les 1 an du média. Et donc je disais qu'en fait en 1 an, j'avais interviewé 1170 acteurs du foot. Et en fait parmi ces acteurs-là, il y a plein d'anciens joueurs, un peu de tous les clubs. Et donc en fait, ça a été souvent des interviews que j'ai publiées sur mes réseaux sociaux, mais aussi parfois des papiers qui reviennent sur l'histoire des clubs, ou sur des moments particuliers, par exemple sur des épopées en coupe, etc. J'ai déjà fait des trucs aussi par rapport à ça. D'un site, tu as décidé dernièrement d'en faire des e-books dont le premier numéro est sorti le 1er avril, Retour sur carrière, donc c'est le volume 1 puisque ça se fera par volume. Quelles ont été les raisons qui t'ont poussé vers cette voie-là ? Il y a 2 raisons en réalité. C'est continuer à développer le média que j'ai créé il y a 1 an, et puis avec un contenu et surtout un format différent. En créant voilà un contenu un peu exclusif, et puis aussi commencer à monétiser le média, parce que voilà pour les gens qui suivent foot multiple et qui apprécient ce que je peux faire depuis 1 an, et ça permet d'avoir un petit contenu exclusif
eux. Donc voilà. Est-ce que juste tu peux nous expliquer rapidement, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, qu'est-ce qu'un e-book justement? Oui, un e-book c'est tout simplement en fait un livre, pour résumer super rapidement, c'est un livre au format numérique. Donc c'est quand même assez, dans un monde de plus en plus, on est quand même dans un monde qui est quand même assez numérisé, et forcément ce truc de e-book, il est pas encore à la place que peuvent avoir d'autres choses. C'est que le livre papier reste encore quelque chose d'assez important, et c'est assez surprenant de venir comme ça sur le e-book comme ça. C'est quand même quelque chose de particulier. En fait, c'est aussi pour ça que je tente le coup par rapport à ça, c'est que je me dis c'est quelque chose qui n'existe pas forcément, donc pourquoi pas le tenter. En fait, justement, c'est un peu au carrefour de l'article qu'on peut retrouver sur tous les médias numériques de foot, mais aussi le gros livre de 300 pages. Donc voilà, c'est un peu à ce carrefour-là. Mais après, justement aussi pour répondre à une demande, parce que j'ai eu pas mal de commentaires qui disaient oui, mais moi je préférerais éventuellement au format papier. En fait, je l'ai mis aussi au format papier. Et en fait, ce qui est assez étonnant finalement, et par rapport à ton introduction, c'est que là, sur 128 personnes qui ont commandé le premier numéro, et en fait, je crois que c'est 102 qui ont commandé au format numérique et seulement une vingtaine au format papier. D'accord. Tu passes par une maison d'édition ou t'as pas besoin de forcément? Non, en fait, c'est ça qui est bien maintenant, c'est que j'ai tout géré au niveau e-book, j'ai tout géré de mon côté. Et en fait, pour imprimer, je suis passé tout simplement par Amazon, en fait, en déposant mon travail numérique sur Amazon, et en fait, Amazon l'imprime. Et du coup, là, juste avant de vous avoir, il y a 1 heure, j'ai reçu le carton avec les personnes qui ont commandé la version papier. Donc, ça va partir aujourd'hui. Donc, ils l'ont un peu plus tard que ceux qui ont eu le e-book, mais voilà. C'est intéressant quand même, c'est bien d'avoir des plateformes comme ça justement qui permettent de faciliter le travail des éditeurs, donc c'est plutôt une bonne chose. On se demande maintenant Amazon, qu'est-ce que Amazon ne fait pas? C'est que c'est impressionnant. C'est que c'est impressionnant quand même de voir, de voir ça. Alors justement, pour revenir sur le premier ouvrage, donc sur le retour sur carrière, donc tu as eu 11 anciens internationaux. De manière globale, quel retour tu en as fait? En fait, l'idée c'était ça, c'était donc retour sur carrière, en fait. Déjà ce sujet-là, parce qu'en fait c'est encore une fois c'est quelque chose qui plaisait bien quand je le faisais sur le site ou mes réseaux sociaux. Donc je me suis dit revenir sur des carrières en interviewant ces joueurs-là, ça peut être pas mal, et encore plus si c'est des joueurs internationaux français qui ont porté le maillot de l'équipe de France et qui forcément ont connu nos clubs français. Et donc, les retours au niveau des joueurs, ils sont plutôt intéressants, parce que en fait, on a retracé très largement leur carrière. À chaque fois, c'est des interviews qui durent 45 minutes en général, et donc du coup, ils reviennent très largement sur leur carrière en donnant des anecdotes et des détails de leur début de footballeur, en fait, parce que c'est la première question que je leur pose, c'est ça, c'est quand vous avez 5 ans et que vous avez démarré le football, comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez déjà au-dessus du lot? Et en fait, la dernière à chaque fois, c'est au sujet de la reconversion, comment ça se passe. Et quel regard il porte sur la nouvelle génération? Souvent on entend des anciens internationaux avoir un petit côté réac. Est-ce que tu peux nous le confirmer? Qu'est-ce qu'ils en disent de cette nouvelle génération? Justement, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé avec les anciens joueurs, et encore plus, par exemple, Gérard Soler, donc, qui a fait la Coupe du Monde 82, et donc qui lui a été entraîneur au début des années 2000 et qui aujourd'hui est président du club de Chartres. On en a parlé parce qu'en fait, il a vu 3 générations très différentes entre sa génération de joueurs dans les années 80, où en fait il m'explique que c'est totalement différent et qu'on peut même pas comparer, parce que par exemple quand il jouait à Sochaux et qu'il partait à Nice, c'était il partait 3 jours et c'était des heures et des heures de train, et puis en fait ça se résumait à des parties de belote. Alors il l'explique bien dans le livre, mais en fait c'était pas du tout les mêmes occupations. Il disait on faisait 15 heures de parties de cartes là-dedans, et en fait sur 15 heures on racontait des centaines de conneries, et donc voilà, donc maintenant c'est plus du tout
pareil. Il l'avait déjà vu quand il était entraîneur à Saint-Etienne dans les années 2000 et il le voit encore plus maintenant qu'il est président à Chartres, où il explique que même des clubs de N2 maintenant font l'aller-retour en une journée en avion pour leur match, quoi. Oui, donc c'est vraiment un tout autre monde entre guillemets entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui, forcément. Justement, tu as pu échanger avec des anciens de différentes générations, hein, comme tu commençais là avec Solaire, par exemple. J'ai vu, tu as vu également Papin et encore bien d'autres. Lequel t'a le plus marqué ? C'est difficile de dire lequel m'a le plus... En fait, ils m'ont tous plus ou moins marqué pour des choses différentes. Après, s'il y en a un peut-être qui ressort un peu plus dans ma tête, c'est peut-être Luc Sonor, parce que quand il parle de son arrivée de Guadeloupe, où il a pris le risque de tout quitter pour tenter sa carrière professionnelle, et qu'il arrive à Sedan et qu'il le vit très très mal, qu'il est victime de racisme, que ça se passe pas bien à ses débuts, et que finalement il a la carrière qu'on connaît derrière. Ça, par exemple, en l'écoutant, ça m'a ému. Mais après, par exemple, Gérard Soler, dont je parlais, quand il me raconte que après la défaite contre l'Allemagne en demi-finale de Coupe du Monde en 82, c'est plus des joueurs de foot, des immenses stars du ballon qu'il y a dans le vestiaire. C'est 22 mecs en fait qui pleurent comme des gamins de 5 ans qui ont perdu un match, et qu'il y a plus rien à part des pleurs dans le vestiaire. Donc il y a des passages comme ça assez émouvants qui ressortent, et en fait je pense qu'ils ont tous un peu leur histoire et leur spécificité. Pascal Vairua, pareil, c'est assez fou, un peu comme Luc Sonor. Il quitte tout de son île en Polynésie, et puis il va faire sa carrière en France, il explose à Auxerre, donc ça, pareil, ça me marque forcément. J'ai l'impression quand même tu as eu pas mal de belles histoires quand même, de tous ces entretiens que tu as pu faire, tu as dû quand même entendre pas mal de belles choses, et c'est intéressant. C'est pas trop dur de le retranscrire en papier, et il n'y a pas des fois un peu de perte, des choses que tu te dis putain, moi je l'ai peut-être un peu mieux senti en direct, et c'est vrai que peut-être qu'en papier ça se rend pas pareil. Ouais, c'est vrai, ça c'est une des difficultés auxquelles j'ai fait face, c'est que par exemple, ce que je raconte quand Gérard Soler il m'explique ce qui s'est passé dans le vestiaire après la défaite contre l'Allemagne. Quand je l'ai au téléphone, il est à moitié en train de pleurer, je sens vraiment son émotion, et du coup moi, quand j'ai envie de le retranscrire au format papier, j'ai envie que les gens ils soient autant touchés que moi je l'ai été quand je l'entendais parler. Pareil, quand Vairua il parle de son amour pour Auxerre, ou Lamouchi de son amour pour Monaco, etc. J'ai envie de le retranscrire comme ils l'ont dit. Donc c'est vrai que c'est difficile. Après, j'ai essayé de faire au mieux, forcément, et puis je pense que dans l'ensemble, vu les retours plutôt positifs que j'ai eus, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Tu as quelques anecdotes à nous échanger pour nos auditeurs de ces 11 premiers entretiens? Je pense que des anecdotes, il y en a moi par rapport à ma création du livre et à tout ce qui s'est passé. Je pense que, par exemple, il y a le premier joueur que j'ai eu, c'est Steve Savidan, et moi, je suis parti de zéro, j'avais pas de contact, et forcément, quand Steve Savidan m'a dit oui, et avant de faire l'interview, j'étais stressé comme un gamin qui allait passer son bac ou son brevet, quoi. Donc voilà. Après, sur la même journée, sur la fin, en fait, moi, je voulais au moins 10 joueurs internationaux pour faire un travail propre, quoi. Et en fait, à la fin, je stressais, parce qu'en fait, ça bloqué à 8. Et en fait, finalement, sur la même journée, le matin, rien n'était prévu, mais sur la même journée, en 2h30, j'ai eu Lamouchi et Papin, alors que le matin, rien n'était prévu. Et donc ça, pareil, c'était marrant de voir ça. Après, dans le livre, il y en a plein. Forcément, il y a Goma et Vairua, quand ils racontent des anecdotes sur Giroud, par exemple Vairua qui dit les bêtises qu'il pouvait faire avec Cantona, avec Boli, et comment Giroud prenait ça et leur bloquait les accès pour les routes de Paris, ou en tout cas demander à des gens de vérifier tout ça. Il y a Papin qui parle de son amour pour Marseille pendant 10 minutes, et qui dit qu'en fait en gros, pour résumer, le Ballon d'Or, tous les titres qu'il a pu gagner, il en a pas grand chose à faire. Ce qui compte, lui, c'est d'avoir été élu meilleur joueur du siècle à l'OM.
Il y a, comme je le disais, Sonor, Vairua, voilà, ce qui est très émouvant au niveau de leur arrivée en France. Donc voilà, des anecdotes, il y en a forcément pas mal dans le livre aussi à retrouver. Comment se font les contacts justement avec ces anciens internationaux et comment ils t'ont un peu accueilli? En fait, les contacts, ils sont, encore une fois, je suis un peu parti de zéro, sauf sur la fin où, par exemple, pour Papin, c'est pas moi qui l'ai contacté directement. Je suis passé par un contact que j'avais déjà eu qui m'a après transmis son numéro, mais en fait ça a été j'ai harcelé presque les joueurs sur les réseaux sociaux en envoyant plein de messages, en expliquant mon projet et en demandant si voilà, ils voulaient participer à ça. Et puis plus ça avançait, plus c'était facile de les avoir, parce que quand je contactais par exemple les joueurs et que je disais que j'avais déjà eu Savidan, Sonor, etc., ils acceptaient certainement plus facilement. Mais en fait ça a été en envoyant des messages sur les réseaux sociaux, voilà, Twitter, Instagram, Facebook. Et donc c'est comme ça que je les ai eus. Il y a le volume 2 qui va arriver donc le 1er mai. D'autres anciens internationaux vont avoir la parole. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être dévoiler quelques noms? En fait, c'est pas forcément d'anciens internationaux. En fait, là, ça sera le thème principal, ça sera plutôt des attaquants qu'on marqué le championnat. Donc okay. Il y aura voilà, Cédric Forêt, d'Archeville, il y aura Marama Vairua. Enfin voilà, c'est les joueurs qu'on pourra retrouver en gros. Là aussi, c'était très intéressant. Oui, forcément, encore une fois, il y a des similitudes avec le premier, même si eux n'ont pas forcément connu le niveau international, l'équipe de France, mais finalement, en plus, le fait qu'ils soient attaquants, c'est vrai que les supporters, par exemple, Cédric Forêt, voilà, il y en a certains qui connaissent peut-être pas, mais à Reims et à Toulouse, il est considéré comme une légende, et donc on sent que quand il parle de Toulouse, par exemple, il est très ému, et donc c'est pareil, c'est sympa à écouter. Et ça va être plus des joueurs des années 2000, là, ce que tu dis. C'est des joueurs peut-être qu'on a vu jouer, que une génération a vu jouer. C'est vrai que ça c'est peut-être différent. Ils ont peut-être un regard encore différent parce qu'ils commençaient justement à faire les déplacements en avion, il n'y avait pas de souci. donc peut-être aussi ça va être différent. C'est le changement, peut-être, c'est les réseaux sociaux, l'arrivée des réseaux sociaux par rapport à la génération de 2010, on va dire. Ouais, c'est ça, globalement, les joueurs là que j'ai sur le premier numéro, ça a été vraiment étalé de Gérard Soler, joueur des années 70-80, à Benoît Pedretti actuellement, alors que là, c'est vrai que le deuxième numéro est plus centré sur les années 2000, et donc même si les joueurs ont des noms peut-être un petit peu moins clinquants, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas joué en équipe de France, je pense que dans le cœur des supporters, finalement, vu que c'est des attaquants qui ont marqué leur club, et encore une fois, même si c'est que les clubs de Reims ou de Toulouse, ça devrait plaire, je pense, autant voilà, par le fait qu'ils aient bien marqué les clubs. Ensuite, tu t'intéresseras du coup, comme tu disais tout à l'heure, aux hommes de l'ombre. Pareil, c'est un sujet assez surprenant, hein, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ces personnes-là. Quel genre d'entretien là tu as pu avoir, quel retour un petit peu tu peux nous donner un peu sur ça? En fait, les entretiens, alors ils ont pas tous été faits sur ces numéros-là. J'ai tout doucement commencé. Il y en a déjà 2-3 pour chaque numéro de Calais, mais en fait, ça va être tout simplement des journalistes qui traitent le foot au quotidien. Ça va être des supporters. Il y a même ce qu'on appelle les groundhoppers. En fait, c'est des supporters qui s'amusent à se balader de stade en stade, enfin au moment où ils pouvaient, évidemment, mais qui n'ont pas forcément une équipe en particulier, mais qui traversent l'Europe pour se balader. Et donc il y aura notamment un groundhopper par rapport à ça. Il y aura des community managers aussi des clubs, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est vraiment en train d'émerger et qui prend de plus en plus de place dans les clubs, mais au final on n'en parle pas tant que ça dans les médias. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de leur demander comment ils vivaient leur métier, etc. Et du coup, ce que je peux en ressortir déjà, c'est que finalement c'est un métier, c'est des gens qui passent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils sont vraiment, et puis ils ont la parole, c'est eux qui parlent pour le club à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est des métiers sympas qui méritent le détour. Ils sont de plus en plus exposés, hein, les community managers, parce que le moindre tweet peut être mal interprété, il y a une forte communauté qui peut leur tomber dessus.
Bah c'est ça, ouais. Et puis il parle pour le club. En fait, c'est un seul homme qui est derrière le clavier, mais finalement il parle au nom du club. Donc c'est vrai qu'ils ont une place de plus en plus importante. Donc voilà, d'où l'intérêt de les mettre en avant. Et tu vas terminer du coup cette série de e-books par un autre thème, ce qui est le foot amateur. Oui. Donc de la N2 jusqu'au niveau district, en donnant la parole aux différents clubs, en réagissant un petit peu par rapport aux derniers événements de ce qui s'est passé. Là aussi, il y a eu quelques entretiens qui ont pu être qui ont déjà été faits. Quel retour là aussi tu peux nous faire? Bah alors là, les entretiens, pour tout dire, n'ont pas été forcément faits, mais en tout cas, j'ai déjà des attaches avec les clubs où on s'est dit que voilà, dans les 2 mois à venir, on allait se faire un truc pour justement les mettre en avant dans les e-books 5 et 6. Et oui, en fait, c'est ça, l'idée, c'est de mettre certains clubs en avant en revenant forcément sur ce qu'ils ont vécu là sur la dernière année, parce que ça a été très compliqué pour eux, et c'est pareil, alors ActuFoot fait partie des médias qui mettent vraiment en avant le football amateur, mais finalement c'est pareil, il y a quand même peu de médias qui le font, donc je pense que ça mérite, c'est pareil, ça mérite de s'y pencher, et puis de le mettre en avant différemment par des plus longs formats, on va dire, donc voilà l'idée. Si aujourd'hui un auditeur souhaite acheter ton e-book, comment ça se passe? Eh ben en fait c'est tout simple, il y a un accès vers Amazon, donc voilà, sur Amazon, donc il y a forcément les liens sur mes réseaux sociaux, mais même sur Amazon, en tapant foot multiple ou retour sur carrière, on tombe sur la version numérique et la version papier. Donc la version numérique est à 5 € et la version papier à 18 €. Et après, moi, j'ai mis un lien de mon côté, donc sur une plateforme qui s'appelle OKPAL, où en fait on peut avoir des tarifs réduits et des abonnements. Donc par exemple, c'est ce que beaucoup ont fait. Ils ont commandé les 6 numéros ou au moins 2 numéros, les 2 premiers, pour des tarifs réduits. Donc par exemple pour 8 € les 2 premiers numéros, pour 20 €, voilà, les 6 e-books. Donc voilà. Et tout ça, est-ce que ça va te donner un petit peu l'idée de continuer dans cette voie-là, ou est-ce que pour le moment tu en feras 6 et puis tu verras? En fait, c'est entre les 2 propositions que tu m'as faites. Ça va dépendre en fait de là pour l'instant. Le premier a super bien marché. Je suis super content du résultat que ça a donné. Donc moi, je me suis engagé sur 6 mois pour voir vraiment si ça marche, mais à la fois pas m'engager sur 3 ans, parce que si ça marche pas, je vais être bloqué. Ouais. Mais donc forcément, je me lance sur 6 mois, et si ça marche très bien, et il n'y a pas de raison de pas continuer. Donc on verra ce que ça donne, quoi. Écoute, au top, Arthur. Merci en tout cas de nous avoir d'avoir répondu à quelques questions là comme ça, et puis on espère bien évidemment la réussite un peu de ton projet. On va suivre ça. Merci Arthur. Merci beaucoup, et puis avec grand plaisir. À très bientôt, Arthur. Ciao. À très bientôt. En tout cas, très intéressant. On va suivre un petit peu cette histoire de e-book que vous pouvez retrouver donc sur Amazon en tapant foot multiple ou retour sur carrière pour le volume 1 notamment. Et donc, ça sort tous les premiers du mois. Plutôt intéressant de voir ces entretiens longs. C'est rare de voir ce genre de choses dans ce format-là. C'est bien d'entendre aussi l'avis d'anciens internationaux sur le football actuel, sur leurs expériences passées. Pas tout le monde est au courant du fonctionnement du football à l'époque. Souvent, pour nous, on peut en voir des journalistes qui connaissent très bien le football depuis les années 2000 et l'arrivée de la télévision. Exactement. Et Internet, où on a accès à beaucoup de matchs. Mais ils connaissent peu le football d'avant. C'est ça, le football d'avant, encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de football d'aujourd'hui, et c'est que le football d'avant, mine de rien, on en a entendu parler, mais on l'a très peu vu. Donc les jeunes, le foot n'a pas débuté en 2000. Il y avait du football avant. C'est ça, exactement. Et voilà, en tout cas, si vous voulez découvrir ou redécouvrir ce football d'avant, n'hésitez pas à acheter ces e-books ou à parcourir le site Foot Multiple. Merci en tout cas, Warren, et encore merci à Arthur, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'ActuFoot Podcast.